Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Il y a la forme? Oui. Alors, l'actualité internationale nous emmène en Chine. Nous allons décrypter la visite qui s'est achevée, à la visite d'État le 2 jours d'Anthony Blinken, le chef des départements d'État, donc ministre américain des Affaires étrangères en Chine. Alors, il faut savoir que les relations entre la Chine et les États-Unis sont au plus bas. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités chinoises qui le disent. Au plus bas. Ça, c'est ressenti même. Ça se ressent, voilà, avec notamment, on se rappelle les événements de février dernier avec l'affaire du ballon espion qui avait été du ballon chinois qui est qualifié d'espion par les États-Unis et qui avait été détruit au large de la Caroline du Sud. Et donc, il faut se rappeler qu'en marge de cet incident-là, en réalité, il devait y avoir, en marge déjà de la première rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden, c'était en septembre dernier lors du sommet du G20 à Bali en Indonésie. Il était prévu un déplacement d'Anthony Blinken en février dernier, mais ce déplacement avait été renvoyé sine die à la suite de l'incident concernant ce ballon gonflable-là. Et donc, par la suite, les Américains et les Chinois avaient quelque peu rompu le dialogue, notamment avaient rompu le dialogue à cause de, si tu veux, du refroidissement des relations diplomatiques entre les deux pays, notamment à cause des questions commerciales, la question aussi des minorités musulmanes, des Ouïghours, et surtout la question de Taïwan, sur laquelle évidemment la Chine campe fermement sur ses positions, à savoir qu'elle considère que Taïwan est l'une de ses provinces et que tôt ou tard elle devra rentrer dans le giron, que ce soit de manière pacifique ou par la force. Et donc Taïwan, qui a pour principal soutien les États-Unis, en dépit de leur positionnement politique qu'ils appellent l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas Taïwan en tant qu'État, mais on lui reconnaît le droit de devoir se défendre en cas d'agression de la Chine, et donc on lui apporte un soutien militaire. On lui vend des armes, des équipements, on participe à la formation de son armée en préparation d'une éventuelle invasion chinoise. Donc c'est cette position-là que les Américains ont adoptée et qui ne passe plus en réalité pour les Chinois. Et donc, au regard de la détérioration vraiment rapide des relations entre février et maintenant, il fallait absolument faire quelque chose, surtout pour les Américains. Pour deux raisons à mon sens. D'abord, une raison purement militaire, parce qu'il faut savoir que les Américains sont le principal soutien par le biais de l'OTAN aux Ukrainiens qui font face évidemment à une invasion russe. Et donc, c'est un conflit de très haute intensité, puisque on le voit régulièrement, les combats sont acharnés sur le terrain depuis le lancement de ce que les Ukrainiens ou leurs alliés qualifient de grande contre-offensive, même si les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous au regard de la première contre-offensive qu'ils avaient réalisée en septembre dernier, où les forces ukrainiennes avaient reconquis plus de 1000 km², avaient repris la main sur deux principales villes qui sont situées dans le Donbass, à savoir Kharkov et Kherson. Et donc là, les résultats ne sont pas au rendez-vous, parce que évidemment les Russes ont mis une stratégie attentiste, c'est-à-dire qu'ils ont préparé le front à recevoir une éventuelle attaque massive de la part des Ukrainiens. Bref. Et puis, les États-Unis aussi sont le principal soutien de Taïwan. Et donc, Joe Biden, lors de sa toute première visite en tant que chef d'État au Japon, avait dit à un journaliste que les États-Unis rentreraient en guerre avec la Chine en cas d'attaque de celle-ci sur l'île de Taïwan. Et donc, si la Chine décide d'envahir Taïwan, Joe Biden dit que les Américains vont intervenir. Et donc, on sait que la Chine, c'est également une puissance militaire. Elle détient aussi une puissance nucléaire. Il faut savoir qu'au cours de ces 10 dernières années, depuis notamment l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, elle a considérablement amélioré son armée, tant en effectif qu'en armement. Et donc, la Chine estime qu'elle est peut-être pas encore en même cas au niveau des États-Unis en termes de puissance de feu, mais elle est en capacité de pouvoir entrer en conflit avec les États-Unis et de pouvoir lui tenir tête. Et donc,
Et comme les États-Unis savent que militairement, ils ne peuvent pas être en capacité d'engager 2 conflits, de gérer 2 fronts de conflit, même si les Américains ne rentrent pas en guerre, s'ils décident de faire une espèce de guerre hybride avec la Russie, avec la Chine, comme ils le font avec la Russie par le biais de l'Ukraine, eh ben, il faut savoir qu'ils n'auraient pas la capacité de pouvoir tenir. Pourquoi ? Parce que déjà en Russie, eh ben, on constate un certain nombre de difficultés auxquelles vont commencer à faire face les Américains. Il faut savoir que l'état-major américain a fait savoir au Congrès que au-delà de l'année 2023, il serait difficile pour les États-Unis de continuer à fournir les armes en grande quantité aux Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que cela risquerait d'entamer, si tu veux, les réserves en termes d'armes et de munitions, et donc ça rendrait les États-Unis vulnérables en cas d'un conflit armé de haute intensité avec une autre puissance. Donc une autre puissance, on entend par là, soit la Russie, soit la Chine. Et donc par rapport à cela, les États-Unis savent que, évidemment, l'option militaire, en réalité, n'est pas viable à court terme face à la Chine au regard de la situation déjà extrêmement tendue auquel elle fait face en raison du conflit avec la Russie, même si ce n'est pas un conflit direct. Mais bref, il y a déjà cette réalité-là. Et puis la deuxième chose, c'est que la Chine a, en dépit de toutes les sanctions commerciales que l'administration américaine, les administrations américaines ont mis en place. Il faut savoir que les premières sanctions commerciales datent de l'époque de Barack Obama, même si celles-ci étaient plus ou moins mineures. Mais celui qui a de manière massive, pour la première fois, sanctionné la Chine, c'est Donald Trump, en mettant des barrières douanières, en empêchant à l'exportation des composantes qui sont jugées stratégiques, comme celles qui rentrent dans la composition ou dans la fabrication de données d'éléments tels que les semi-conducteurs, ou bien encore pour empêcher à certains pays alliés de s'équiper, notamment de s'équiper en matériel chinois. On l'a vu avec l'équipementier télécom, les équipementiers en télécom chinois, Huawei et ZTE, pour lesquels les États-Unis essayent de pousser leurs alliés, notamment occidentaux et européens principalement, pour qu'ils n'achètent plus du matériel, ce matériel chinois, mais se tournent beaucoup plus vers des équipementiers américains tels que Motorola ou d'autres. Et donc, il y a cette réalité-là, mais dans le fond, Anthony Blinken, bien entendu, même s'il est arrivé en Chine et il a vanté en fait la reprise du dialogue entre les Chinois et les Américains, il faut aussi comprendre qu'il y avait un autre danger en réalité qui guettait cette visite américaine. Il fallait absolument que les Américains renouent le dialogue, et en ce sens, il faut savoir que les Chinois quand même étaient les maîtres du jeu, parce qu'il faut savoir que ça fait plusieurs mois que les Américains tentent au plus haut niveau de renouer le dialogue avec les Chinois. Après les incidents du mois de février dernier, il faut savoir que l'état-major chinois, le ministre des Affaires étrangères chinois, le président chinois ne parlaient pas avec leurs homologues américains, ce qui était une première depuis 1979. Et donc, comme il y a des questions extrêmement sensibles qui concernent ces deux États et pour lesquelles soit une position, soit une compréhension erronée, soit un acte totalement incontrôlé pourrait entraîner une guerre, eh ben, ou pourrait encore exacerber des tensions déjà très fortes, eh ben, il était primordial pour les Américains d'essayer de renouer le dialogue, puisque évidemment, en dépit de, comme je l'ai dit, toutes les sanctions qu'ils ont pu prendre, en dépit de toutes les formes de coercition qu'ils ont essayé d'imposer à la Chine pour essayer de la faire reculer, eh ben, malheureusement, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan diplomatique, eh ben, ils n'y sont pas parvenus. Mais d'autant plus que cette visite aussi américaine, et ça malheureusement les médias occidentaux n'en parlent pas assez, il y a un problème, c'est le problème maintenant financier. Il faut savoir que depuis le lancement de la guerre en Ukraine et les sanctions totalement inédites qu'on a appliquées à la Russie, à savoir la saisie des avoirs que détenait la Russie dans les banques centrales occidentales, et ben ça a commencé à faire réfléchir certains pays, et notamment des pays qui détiennent
notamment de la dette américaine ou de la dette en euros, ce qu'on appelle des eurobonds ou les bons on a les eurobonds pour ce qui est l'euro et on a le bon du trésor américain. On a appris que en un an, la Chine a vendu près de 400 millions de dollars de la dette qu'elle détenait aux États-Unis, des bons du trésor américain qu'elle détenait. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, c'est un signe. 400 millions de dollars, ce n'est pas petit, mais c'est le geste quand même qui est assez étonnant. Parce qu'il faut savoir que la Chine est le pays qui détient au monde le plus grand nombre de dettes américaines, à peu près 850 milliards de dollars. Et donc, ça veut dire que la Chine a quelque part un moyen de pression sur les Américains. Il faut savoir qu'avec les événements qui se sont passés en Russie, il y a une surchauffe de l'économie américaine. On l'a vu encore dernièrement, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a annoncé un relèvement des taux directeurs de 0,25%. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça veut donc dire que l'économie américaine, en dépit de toutes les mesures qui ont été prises pour essayer de faire baisser l'inflation, rien pour faire baisser les prix, pour lutter contre l'inflation, rien n'y fait. On a vu que dans le sillon, on avait 3 banques américaines qui ont fait faillite. Dans le même temps aussi, on a vu en Suisse, le Crédit Suisse, une banque suisse aussi qui a fait faillite, pas pour les mêmes raisons, mais la conséquence en fait est liée justement à celles qui ont entraîné l'effondrement de ces banques américaines-là. Donc, le fait que Jérôme Powell relève encore de 0,25% la valeur des taux directeurs de la Réserve fédérale va rendre encore le crédit plus difficile à avoir. Ça va encore entraîner une augmentation des taux d'intérêt et donc ça va compliquer la situation des entreprises américaines qui sont déjà confrontées à un problème de financement. Et pire, si aux États-Unis ils ont des problèmes de financement, il est clair qu'en Europe aussi, le problème reste le même. Et donc, on est un peu dans ce contexte-là et surtout, la crainte de la part des Américains, c'est que les Chinois se débarrassent des bons du trésor qu'ils disposent. Donc, qu'ils se débarrassent de la dette américaine qu'ils détiennent. Et donc, s'ils se débarrassent de la dette américaine, ça peut entraîner une surchauffe encore. Ça peut encore dégrader davantage la situation des finances américaines et mettre même les États-Unis dans une position économique extrêmement délicate et voire même périlleuse. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre que dans le fond, les Américains n'avaient pas d'autre choix que de constater, que toutes les mesures coercitives en matière commerciale et autres ne marchent pas. Toutes les tentatives sur le plan diplomatique, soit de discréditer la Chine, soit d'essayer de l'isoler sur la scène internationale, y compris auprès de leurs alliés européens, il ne faut pas l'oublier, ne marchent pas parce que les Européens ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde que les Américains sur le positionnement à avoir sur la Chine, même s'ils disent que la Chine reste une menace systémique sur la stabilité du monde. En fait, ils ne font que reprendre la rhétorique des Américains, mais dans le fond, les Européens auraient beaucoup plus à perdre s'ils tentaient de couper maintenant, si tu veux, les relations avec la Chine. Et donc, face à cela, les Américains comprennent bien que les choses ne sont plus aussi simples. Ils n'ont plus autant de pouvoir qu'ils avaient avant. Et donc, de ce point de vue-là, il faut changer de stratégie et il faut revenir à une stratégie de normalisation, une stratégie de dialogue et de coopération. Et la Chine sent très bien que le vent qui tourne en sa faveur. C'est la raison pour laquelle le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a bien fait savoir aux autorités, à Anthony Blinken, que la Chine laissait aux États-Unis le choix entre le conflit et la coopération. Ça veut donc tout dire. Ça veut dire que les Chinois sont prêts à la fois de coopérer ou bien d'entrer en guerre. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi une véritable crise de confiance. Même si la Chine dit qu'elle est prête à coopérer avec les Américains, mais elle ne va pas lui donner un blanc-seing tout de suite. Parce qu'évidemment, les Chinois considèrent que la parole américaine n'est pas fiable. Les États-Unis posent un certain nombre d'actes qui ne respectent même pas toutes les conventions internationales, notamment les accords de Bretton Woods, parce que en ce qu'il se passe avec la Russie, le fait que, par exemple, si tu veux, les avoirs
que, par exemple, la Suisse détenait de la Russie sous la pression américaine, à peu près 3 milliards de dollars. La Suisse a pris ces avoirs-là, les a transférés aux États-Unis, qui les a transférés à l'Ukraine. Et donc ça a eu pour conséquence que les ressortissants d'autres pays qui avaient des comptes en Suisse avaient retiré subitement leurs avoirs dans les comptes suisses. C'est la raison pour laquelle le Crédit Suisse a fait faillite. C'est parce que d'un coup, il y a eu des gens qui ont retiré leur argent, un peu comme ce qui s'est passé pour la Signature Bank et autres. Donc, c'est vraiment cette crise de confiance-là du fait que le Crédit Suisse ait violé d'abord le secret bancaire en divulguant les noms des détenteurs de comptes russes dans ses livres, et en plus en saisissant cet argent et l'envoyant aux États-Unis. Donc, de saisir les avoirs de personnalités qui, du simple fait qu'ils soient ressortissants d'un pays, et bien ça ne s'était jamais vu avant. Et donc, ça a causé une crise de confiance, et c'est ce qui explique que le Crédit Suisse ait fait faillite. Et donc, ça, évidemment, ça laisse réfléchir d'autres personnes. Et on a aussi appris dans la foulée que, par exemple, le Royaume-Uni a réduit de près de 30 milliards de dollars la dette qu'elle détenait, la dette américaine qu'elle détenait. Bien sûr, les Anglais sont le deuxième pays après les Chinois qui détiennent la plus grande dette américaine, à peu près 680 milliards de dollars. Mais tout ça montre que à côté, il y a une crise de confiance sur le dollar, une crise de confiance sur les autorités américaines, et pire, il y a une accélération de la dédollarisation des échanges internationaux. Des pays comme la Chine multiplie des échanges sur le plan international, l'achat de pétrole, de gaz, de matières premières, en n'utilisant plus le dollar, en utilisant plutôt soit le yuan, soit des devises nationales. Donc, c'est dans ce contexte-là international qui fait qu'à la fois les Américains sentent bien que la situation, ils ne sont pas en position de force, et que s'ils veulent véritablement empêcher un effondrement, ou s'ils veulent, si tu veux, limiter les conséquences de cette situation désastreuse dans laquelle ils sont empruntés, aussi bien en Europe que face à la Chine, eh ben, il va falloir qu'ils changent considérablement de point de vue. Et donc, ils ont décidé d'avoir une stratégie qui est très simple, c'est-à-dire que d'une part, on continue à favoriser le conflit en Ukraine en espérant que d'ici la fin de l'année ou d'ici le début des élections générales américaines l'année prochaine, eh ben, l'armée russe ou bien l'Ukraine aura engrangé des victoires réelles et ce qui aura entraîné un affaiblissement considérable de la Russie. Ça, évidemment, c'est hypothétique et au regard de la situation, il est peu probable que cela se produise. Mais dans le même temps, au lieu aussi d'avoir des tensions, de favoriser les tensions avec la Chine, eh bien, revenir un peu plus à la raison en favorisant le dialogue et la coopération, tout en espérant que cela leur permettra d'éviter aussi, si tu veux, un conflit direct avec la Chine qui serait tout autant catastrophique que la guerre hybride qu'ils sont en train de mener en Europe. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour l'actualité internationale. Restez connectés. Dans quelques minutes, on va retrouver René Ruth dans le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.